obligé avec les ateliers de séparer les thèmes, mais le problème c'est que tout se rejoint, c'est-à-dire que la question des blocages dans l'accompagnement de l'orientation vont être les mêmes que ceux qui empêchent les personnes de se dépister. La discussion qu'on a eue sur le bénéfice-risque tout à l'heure, elle dépend aussi grandement de comment on va mettre à disposition les autotests, quel risque on peut éviter avec tel type de communication, quel type de diffusion, donc tout est effectivement lié. Donc on est un peu obligé de repartir là-dessus. Moi je voulais quand même repartir sur la question de l'accompagnement, sur l'étude WebTest de Tim Christen. 9000 répondants pour un questionnaire extrêmement long, donc j'ai parlé des biens, on les a tous en tête, mais là pour l'instant c'est les résultats. 70 personnes, donc ça fait un peu plus de 6000 personnes qui connaissaient les autotests dans le cadre français. 82 y ont eu effectivement accès, et c'était 69 réalisations effectives de tests. Sur ces 69, il y en a 62 qui ont été négatifs, avec une lecture négative, un résultat négatif. Moins de la moitié des personnes sont allées faire confirmer ce résultat négatif dans un laboratoire, dans un centre de dépistage classique. Il y avait 4 résultats inconnus parce que les gens n'avaient pas suivi le résultat ou n'avaient pas su utiliser l'autotest, et 3 résultats positifs. Donc on est évidemment dans des échantillons extrêmement faibles, et scientifiquement, il n'y a pas à tirer beaucoup de conclusions. Il n'en reste pas moins que si, on regarde, c'est déjà 3 résultats positifs sur 62 tests, c'est un pourcentage énorme. On ne pourrait pas comparer avec des actions de dépistage ou de drogue, mais ça fait quand même, voilà, pour quelque chose qui n'était pas de l'ordre de l'action, qui était simplement une consultation, on se rend compte que ces autotests répondent à un vrai besoin et permettent de jubiler là-dessus. Mais il faut ensuite se rappeler que sur ces 3 personnes, aucune ensuite, il y a eu plusieurs mois qui sont écoulés, entre le moment de leur découverte de la séropositivité et l'enquête elle-même, aucune n'est allée consulter. Une personne sur les 3 dit être allée faire confirmer le résultat en laboratoire, et les 2 autres, pardon, c'est même pas confirmation en laboratoire, c'est avoir appelé une hotline. Et voilà, et donc les 3 autres personnes sont restées seules. Donc évidemment, on sait que connaître sa séropositivité, voilà, c'est important, ça permet d'adapter ses stratégies de prévention, mais on l'a quand même pas dit suffisamment, à mon avis, tout à l'heure. Le premier bénéfice, c'est de bien se soigner, de bien être pris en charge dès le départ pour les personnes. À vouloir systématiquement lier la question du bénéfice individuel et du bénéfice collectif en matière de prévention, on oublie à un moment que, faut aussi raisonner sur des choses un peu égoïstes, et qu'il faut inciter les gens à se soigner eux-mêmes, parce qu'à côté de ça, il y a énormément de barrières qui les empêchent d'aller se faire dépister. Dans l'étude WebTest, c'est aussi pour ça qu'il faut absolument la généraliser, on voit très très bien que la question de l'homophobie joue un rôle énorme. Ce sont des personnes qui peuvent, pour beaucoup d'entre elles, se désigner comme homosexuelles, mais qui disent, pour plus de la moitié d'entre elles, vivent leur pratique sexuelle dans dans le plus grand secret. Il y a le tiers de personnes qui déclarent des pratiques à risque, de 10 à 15% d'entre elles en fonction des groupes, ne se sont jamais fait dépister. Donc si on veut réfléchir à un mode de diffusion et ensuite un mode d'orientation, il faut qu'on ait tout ça en tête. Et bien sûr, cette seule étude ne suffit pas. C'est aussi pour ça qu'on a vraiment besoin d'autres, pour toucher d'autres populations. Donc on doit réellement avoir une mise à disposition. C'est aussi pour ça que séparer les deux sujets, c'est extrêmement compliqué. La mise à disposition, pourquoi pas par prescription de médecin, mais quand on voit ce type de résultat-là, en tout cas pour cette population et la façon dont moi j'ai d'après ce résultat, c'est pas ça qui va fonctionner. Il ne s'agit pas de l'interdire, mais ce n'est pas ça qui va fonctionner. On peut aussi se dire que si ce sont des associations étiquetées SIDA qui vont le faire, ça ne va pas fonctionner non plus, ça ne va pas marcher, parce que si ces personnes ne vont pas déjà dans des centres de dépistage classiques ouvertement SIDA, ils n'iront pas chercher des autotests pour une association SIDA. En tout cas, on peut se dire ça comme un gros frein. Donc il y a vraiment là-dessus un mode de mise à disposition à inventer. Et très clairement, il y a à discuter. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le résoudre. Et je pense que si on est tous comme ça à tâtonner, c'est qu'on est parti, que ce soit pour le CNS, mais aussi pour acteurs, de position de principe de refus, qui est extrêmement important à avoir à un moment donné, et que face à la réalité de l'épidémie, la réalité du manque des problèmes de dépistage, la nécessité de juguler cette épidémie cachée, là on arrive à modifier cette position de principe, on a encore énormément de réserves, et surtout ce que l'on voit, c'est que si on veut que ce nouveau outil fonctionne, on ne peut pas le faire n'importe comment. Donc forcément, dans ce premier débat, cette première discussion, on tâtonne tous un petit peu. La question, donc voilà, c'est vraiment cette réalité-là, donc scientifiquement c'est pas énorme, 3 personnes, mais aucune n'est allée chez le médecin. Donc si on se dit très très bien, jugulons l'épidémie cachée pour qu'ensuite les personnes n'aillent pas se faire dépister, voilà, très très bien. Et là se pose derrière, après ça, et je terminerai sur un niveau de généralité un peu plus important, mais ça me paraît vraiment très très important de le rappeler, tout ce qui est des freins et
c'est tellement évident, j'imagine que le CNS n'a pas jugé bon de le répéter, mais comme il y a des officiels, j'aimerais bien vraiment que ce soit très très clair, ben oui, l'homophobie, ça fait des dégâts. Et que, ben, il y a un moment aussi où si on pouvait avoir une ministre de la Santé qui, au lieu de dire, tiens, le 17 octobre, je comprends les préoccupations de Brigitte Bardot et de Kiritas, qui pourrait dire après-demain, votre position, elle empêche les gens d'aller se faire dépister, elle est contrainte à la honte, peut-être qu'on pourrait progresser un petit peu. J'en arrête là avec les généralités, mais ça serait bien vraiment de le dire et de le rappeler. Et ça ne coûte pas grand-chose, c'est pas un coût, et peut-être que ça nous ferait économiser par ailleurs. Parce que si on ne travaille pas là-dessus, sur ces fondamentaux-là, ben, voilà sur quoi on va arriver. On va autoriser les autotests, et les gens n'iront pas chez le médecin parce que de toute manière, ils ont trop peur de passer pour des PD, pour les super baiseurs, pour les ceci, pour les cela. Ça, c'était la première généralité. Dernière généralité, j'ai beaucoup entendu depuis tout à l'heure la question du coût, de la réalité des finances de la France. Ça vaut pour la mise à disposition, la gratuité. Si on trouve un système de mise à disposition gratuit, et nous, dans le principe, on pense qu'il faut qu'il y ait au moins un canal accessible par tout le monde de gratuité. Comment, enfin la question par exemple par Internet se pose réellement, comment est-ce qu'on peut trouver ça entre les contraintes? Mais c'est pas parce que la question se pose qu'il faut forcément dire non. Mais par contre, ouvrons tous les possibles dans la discussion. Et non, ce n'est pas vrai que le budget de la France est contraint. 20 milliards d'euros de cadeaux fiscaux à des patrons qui n'ont pas été mis à la sécurité sociale, on a de l'argent. C'est simplement qu'on choisit de dépenser d'une certaine manière pour des plans de lutte contre le chômage qui ne marchent pas depuis 30 ans. Donc, ouvrons les possibles. Il ne s'agit pas de faire de l'idéologie là, mais ne nous interdisons pas de trouver des dispositifs d'orientation et de mise à disposition qui coûteraient. Parce que par ailleurs, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Ça rapporte de l'argent derrière. Voilà. Merci Jérôme. Donc sur la question des enjeux, c'est vraiment pour rappeler que le problème de l'orientation ne se pose pas que sur la question des autotests. C'est-à-dire que les chiffres un peu catastrophiques donnés par l'étude Nielsen, on peut les retrouver. Enfin voilà, il ne s'agit pas de fantasmer sur un standard d'accompagnement et d'orientation dans le système actuel, dans le système classique, mais par contre d'utiliser là l'occasion qui nous est donnée par l'avis du CNS pour réfléchir de façon générale sur le lien entre dépistage et orientation, accompagnement, oui, faisons-le. Mais enfin, nous n'inventons pas non plus des standards ou des idéaux qui n'existent pas non plus ailleurs. Oui, Chantal, vous en avez.